J'ai veillé 17 jours. Même un amoureux n'aurait pu découvrir de motifs pour soupçonner Morel et Faustine. Je ne crois pas que Morel ait fait allusion à elle dans son discours, bien qu'elle était la seule à n'avoir pas ri. Mais en admettant que Morel soit amoureux de Faustine, comment peut-on affirmer que Faustine soit amoureuse de lui ? Si nous voulons être méfiants, les occasions ne nous manqueront pas. Un soir, ils se promènent en se donnant le bras entre les palmiers et le musée. Y a-t-il rien d'étrange dans cette promenade de deux amis ? En harmonie avec l'ostinato rigore qui est devenu ma devise, ma vigilance a atteint un degré qui m'honore. Je n'ai pas tenu compte du confort ni du décorum. Le contrôle fut tout aussi sévère sous les tables qu'à la hauteur où se déplacent d'ordinaire les regards. Dans la salle à manger, une nuit, une autre fois dans le hall, les jambes se touchent. Si j'admets la malice, pourquoi refuserais-je la distraction, le hasard ? J'insiste, il n'y a aucune preuve décisive que Faustine éprouve de l'amour pour Morel. Peut-être l'origine de mes soupçons se trouve-t-elle dans mon égoïsme ? J'aime Faustine. Faustine est le moteur de tout, et je crains qu'elle n'en aime un autre. C'est la mission des choses de le prouver. Quand j'étais obsédé par la persécution policière, les images de cette île se déplaçaient pour moi comme les pièces d'un échiquier selon une stratégie conçue pour me capturer. Morel serait furieux si je rendais publique son invention. La chose est sûre et je ne crois pas que je puisse m'en tirer avec des éloges. Ses amis feraient cause commune avec lui, animés de la même indignation, même Faustine. Mais si Faustine s'était fâchée avec lui, elle ne partageait pas les rires pendant le discours. Peut-être s'allierait-elle à moi. Reste l'hypothèse de la mort de Morel. Dans ce cas, l'un ou l'autre de ses amis aurait fait connaître son invention. Sinon, il faudrait supposer une mort collective, une peste, un naufrage. Tout cela est incroyable. Cependant, il reste inexpliqué que l'on n'ait pas eu connaissance de l'invention lorsque je quittais Caracas. Une explication pourrait être qu'on n'ait pas cru Morel, qu'il soit fou. Ou bien, j'en reviens à ma première idée, qu'ils soient tous fous, que l'île soit un sanatorium pour lunatiques. Ces explications exigent autant d'imagination que l'épidémie ou le naufrage. Si j'arrivais en Europe, en Amérique ou au Japon, je connaîtrais des moments difficiles. Quand j'aurais commencé à passer pour un charlatan fameux, avant d'être un inventeur fameux, les accusations de Morel m'atteindraient et peut-être un mandat d'arrêt de Caracas. Le plus triste serait que ce fût l'invention d'un fou qui me poussa dans ce mauvais pas. Mais je dois m'en convaincre. Je n'ai pas besoin de fuir. Vivre en compagnie de ces images est une chance. Si mes poursuivants arrivent, ils m'oublieront face aux prodiges de ces gens inaccessibles. Je resterai. Si je rencontrais Faustine, comme je la ferais rire, en lui racontant combien de fois, amoureux et sanglotant, j'ai parlé à son image. J'estime que cette pensée est condamnable. Je la fixe par écrit pour lui assigner ses limites, pour me persuader qu'elle ne me tient pas sous son charme, pour l'écarter de moi. Cette éternité à répétition peut paraître atroce à un spectateur. Elle est satisfaisante pour les individus qui y sont soumis. Libérés des mauvaises nouvelles et de la maladie, ils vivent toujours comme si c'était pour la première fois, sans souvenir des fois antérieures. En outre, avec les interruptions qu'impose le régime des marées, la répétition n'a rien d'implacable. Habitué à avoir une vie qui se répète, je trouve la mienne irréparablement régie par le hasard. Les intentions d'y remédier sont vaines. Pour moi, il n'y a pas de prochaine fois. Chaque instant est unique, différent, et nombreux sont ceux qui se perdent en distraction. Il est vrai que pour ces images non plus, il n'y a pas de prochaine fois. Toutes les fois sont identiques à la première. On pourrait imaginer
que notre vie ressemble à une semaine de ces images, et qu'elle va se répéter sous d'autres cieux. Sans faire aucune concession à ma faiblesse, je me plais à me représenter mon émouvante arrivée chez Faustine, l'intérêt qu'elle témoignera à mes récits, l'amitié que ces circonstances aideront à établir. Qui sait si je n'ai pas pris vraiment le long et pénible chemin qui me conduit à Faustine, au repos nécessaire de mon existence. Mais où habite Faustine ? Je l'ai suivie des semaines, elle parle du Canada, je n'en sais pas plus. Mais il y a une autre question que l'on peut se poser, avec horreur. Faustine vit-elle ? Peut-être parce que cette idée me paraît si poétiquement déchirante, chercher une personne dont j'ignore où elle vit, dont j'ignore si elle vit, Faustine m'importe-t-elle plus que la vie même ? Existe-t-il une possibilité quelconque de faire le voyage ? Le canot est pourri. Les arbres sont pourris. Je ne suis pas assez bon charpentier pour construire un canot avec d'autres bois, par exemple avec des chaises ou des portes. Je ne suis même pas sûr que j'aurais pu le faire avec des arbres. J'attendrai que passe un bateau. C'est ce que je ne voulais pas. Mon retour ne sera plus secret. D'ici, je n'ai jamais vu un bateau. Sauf celui de Morel, et ce n'était qu'un simulacre de bateau. De plus, si j'atteins le but de mon voyage, si je rencontre Faustine, je me trouverai devant l'une des situations les plus pénibles de mon existence. Il faudra que je me présente, m'entourant de quelques mystères, demander à lui parler en tête-à-tête. Déjà cela, de la part d'un inconnu, lui inspirera de la méfiance. Puis, quand elle saura que j'ai été le témoin de certains événements de ma vie, elle pensera que je cherche à en tirer quelques profits malhonnêtes. Et en apprenant que je suis un condamné à la prison à perpétuité, ses craintes se trouveront confirmées. Auparavant, il ne me venait pas à l'esprit qu'un acte pût me porter bonheur ou malheur. Maintenant, je répète la nuit le nom de Faustine. Bien entendu, j'ai plaisir à le prononcer, mais la répétition finit par m'accabler de fatigue. Cependant, je continue. Parfois, je m'endors avec les nausées et les angoisses d'un grand malade. Lorsque j'aurai recouvré mon sang-froid, je trouverai bien la manière de sortir d'ici. Pour l'instant, en racontant ce qui s'est passé, j'impose quelques ordres à mes pensées. Et si je dois mourir, ces pages témoigneront de l'atrocité de mon agonie. Hier, il n'y avait pas d'image. Désespéré devant ces impénétrables machines au repos, j'eus le pressentiment que je ne reverrais plus Faustine. Mais ce matin, la marée montait. Je suis parti avant que les images apparaissent. Je me suis rendu dans la chambre des machines, avec l'idée d'en comprendre le fonctionnement, pour n'être pas à la merci des marées et pouvoir remédier aux pannes. J'avais pensé que si je voyais les machines se mettre en marche, j'en comprendrais peut-être le fonctionnement, tout au moins que je pourrais en tirer quelques indications sur l'orientation de mes études. Cet espoir ne s'est pas réalisé. Je suis entré par la fente percée dans le mur et me suis arrêté et saisi. Je sens que l'émotion m'emporte de nouveau. Je dois me dominer et composer mes phrases. Lorsque je suis entré, j'ai éprouvé la même surprise, la même félicité que la première fois. J'avais l'impression d'avancer sur le fond immobile et bleu d'une rivière. Je me suis assis, attendant que les machines se mettent en marche, le dos tourné à la brèche que j'avais faite. Cette solution dans la céleste continuité de la porcelaine me faisait mal. Ainsi, suis-je demeuré un moment dans une distraction placide, chose qui maintenant me paraît inconcevable. Puis, les machines vertes se sont mises à fonctionner. Je les comparais avec la pompe à eau et les groupes électrogènes. Je les examinais, les auscultais,
les palpais avec attention, en vain. Mais comme ces machines m'ont semblé de prime abord inaccessibles, peut-être mon attention était seulement feinte, dans une tentative de déguiser mon impuissance ou ma honte. La honte de m'être tant pressé de descendre au souterrain, d'avoir tant attendu ce moment, comme si quelqu'un me regardait. Dans ma fatigue, voici que je sens mon agitation me reprendre et grandir. Je dois la réprimer. En me dominant, je trouverai une façon de m'en tirer. Je raconte très scrupuleusement ce qui m'est arrivé. J'avais fait demi-tour et avançais les yeux baissés. Comme je regardais le mur, j'eus le sentiment d'être désorienté. Je cherchais la fente que j'avais faite. Elle n'y était plus. J'ai cru que ce pouvait être un intéressant phénomène d'optique et j'ai fait un pas de côté pour voir si l'illusion persistait. J'ai tendu les bras dans un geste d'aveugle. J'ai palpé tous les murs. J'ai ramassé à terre des morceaux de porcelaine de briques que j'avais fait tomber en perçant l'ouverture. J'ai palpé la muraille au même endroit très longtemps. J'ai été obligé d'admettre qu'elle s'était reconstruite. Avais-je pu être fasciné par la clarté céleste de la salle, intéressé par le fonctionnement des moteurs au point de n'avoir pas entendu un maçon reconstruire le mur ? Je me suis approché. J'ai senti la fraîcheur de la porcelaine contre mon oreille et j'ai entendu un silence infini. Comme si l'autre côté avait disparu. Sur le sol, là où je l'avais laissé tomber en entrant la première fois, je trouvais la barre de fer dont je m'étais servi pour défoncer le mur. Heureusement qu'ils ne l'ont pas vu, ai-je dit dans une pathétique ignorance de ma situation. Je les aurais laissés l'emporter sans m'en rendre compte. J'ai collé de nouveau mon oreille contre ce mur qui paraissait définitif. Rassuré par le silence, j'ai recherché l'emplacement de l'ouverture que j'avais faite et j'ai commencé à frapper, dans l'idée qu'il me coûterait plus d'ouvrir là où le mortier était plus ancien. J'ai multiplié les coups, mon désespoir croissait à mesure. La porcelaine était invulnérable. Les coups les plus puissants, les plus épuisants, résonnaient contre sa dureté sans y ouvrir la fissure la plus superficielle, ni détacher le plus léger fragment de mon émail azuré. Je me suis dominé. J'ai repris mon souffle. J'ai attaqué de nouveau en d'autres endroits. Des fragments d'émail sont tombés, et lorsque se sont détachés de plus grands morceaux du mur, j'ai continué de frapper, sans rapport avec le poids de la barre de fer jusqu'à ce que la résistance de la paroi, qui ne diminuait pas proportionnellement à la rapidité et à la violence des coups, m'ait jeté sur le sol, pleurant de fatigue. D'abord, j'ai touché les morceaux de maçonnerie, polis d'un côté, rugueux et terreux de l'autre. Puis, dans une vision si lucide qu'elle paraissait éphémère et surnaturelle, mes yeux ont rencontré la céleste continuité de la porcelaine, la paroi indemne et entière, la pièce close. Je me suis remis à frapper. En certains endroits, je faisais sauter des morceaux de mur qui ne laissaient voir aucune cavité, ni claire ni obscure, qui se reconstituaient avec une rapidité plus grande que celle de ma vue, et qui prenaient alors cette même dureté invulnérable que j'avais rencontrée à l'endroit de l'ouverture. Je me suis mis à crier au secours, je me suis lancé encore quelques fois à l'assaut de la paroi, puis je me suis laissé tomber. J'ai eu un accès de démence, avec crise de larmes, une ardeur humide qui m'enflammait le visage. J'étais bouleversé par la terreur de me trouver dans un lieu enchanté, et par la révélation confuse que le merveilleux se manifestait aux incrédules tels que moi, intransmissible et mortel, pour se venger.
traqué. Par les terribles parois azurées, j'ai levé les yeux vers le soupirail où elle s'interrompait. J'ai vu, longtemps d'abord sans comprendre, puis saisi d'effroi, une branche de cèdre qui se séparait d'elle-même et se dédoublait. Les deux branches, ensuite, pénétraient de nouveau l'une dans l'autre, dociles comme des fantômes, pour se fondre en une seule. J'ai dit à haute voix, ou bien j'ai pensé très clairement, je ne pourrai jamais sortir. Je suis dans un lieu enchanté. Comme je prononçais ces mots, j'ai été saisi de honte, tel un imposteur qui aurait poussé la simulation trop loin. Et j'ai tout compris. Ces murs, comme Faustine, Morel, les poissons de l'aquarium, l'un des deux soleils et l'une des deux lunes, le traité de Billidor, sont des projections des machines. Ils coïncident avec les murs construits par les maçons. Ce sont les mêmes murs enregistrés par les machines, puis projetés sur eux-mêmes. Là où j'ai brisé ou supprimé le premier mur, il reste le mur projeté. Comme il s'agit d'une projection, aucune puissance n'est capable de la traverser ou de la supprimer tant que les moteurs fonctionnent. Si je démolis complètement le premier mur, quand les moteurs ne fonctionneront pas, cette chambre des machines restera ouverte. Ce ne sera plus une chambre mais un coin de la première. Dès que les moteurs se remettront à fonctionner, le mur s'interposera de nouveau impénétrable. Morel a dû avoir imaginé cette protection à double paroi, afin que personne ne puisse parvenir aux machines qui maintiennent son immortalité. Mais son étude des marées a été insuffisante, faite sans doute lors d'une autre période solaire, et il a cru que l'usine pourrait fonctionner sans interruption. Il est certainement l'inventeur de la fameuse peste qui, jusqu'à présent, a si bien protégé l'île. Mon problème est d'arrêter les moteurs verts. Il ne doit pas être difficile de trouver la clé qui les débranche. J'ai appris en une seule journée à me servir de la génératrice de lumière et de la pompe à eau. Sortir d'ici ne saurait présenter pour moi une difficulté plus grande. Le soupirail m'a sauvé, ou me sauvera. Car il ne faut pas que je me laisse mourir de faim, résigné au-delà du désespoir, saluant ce que je laisse derrière moi, comme ce marin japonais à l'agonie vertueuse et bureaucratique qui asphyxiait dans un sous-marin couché au fond de la mer. J'ai lu dans Le Nouveau Journal la lettre retrouvée dans le sous-marin. Le mort salue l'empereur, les ministres et en suivant l'ordre alphabétique, tous les chefs de la flotte qu'il peut énumérer, tandis qu'il attend l'asphyxie. De plus, il note des observations comme celle-ci. À présent, je saigne du nez, il me semble que mes tympans ont éclaté. Les horreurs de cette journée restent inscrites dans ce journal. Je n'ai déjà que trop écrit. Il me semble inutile de rechercher les inévitables analogies avec les moribonds qui font de vastes projets d'avenir ou qui revoient sur le point de se noyer une image minutieuse de toute leur vie. Le moment final doit être bousculé et confus. Nous en sommes toujours si loin que nous ne pouvons imaginer les ombres qui viennent le troubler. Je vais maintenant m'arrêter d'écrire et me consacrer calmement à trouver le moyen de faire arrêter ces moteurs. Alors, la brèche s'ouvrira de nouveau, comme sous l'effet d'une parole magique. Sinon, dussé-je perdre Faustine à jamais, je les frapperai à coups de barre de fer, comme j'ai fait pour la paroi, et je les briserai. Et la brèche s'ouvrira, comme par l'effet d'une parole magique, et je serai hors d'ici. Je n'ai pas encore réussi à arrêter les moteurs. J'ai mal à la tête. De légères crises de nerfs que je domine rapidement m'arrachent à un état de somnolence qui va s'aggravant.
J'ai l'impression, certainement illusoire, que si je pouvais recevoir un peu d'air du dehors, je ne tarderais pas à résoudre mes problèmes. Je me suis attaqué au soupirail. Il est invulnérable, comme tout ce qui m'en sert. Je me répète que la difficulté ne réside pas dans ma torpeur ni dans le manque d'air. Ces moteurs doivent être très différents de tous les autres. Il me semble logique de supposer que Morel les a dessinés de manière à ce que leur fonctionnement ne puisse être compris du premier venu qui débarque dans l'île. Sans doute la difficulté de leur maniement doit-elle résider dans les différences avec les autres moteurs. Comme je n'entends rien à aucun, cette difficulté majeure disparaît pour moi. Du fonctionnement des moteurs dépend l'éternité de Morel. Je puis supposer qu'ils sont très solides. Je dois donc réprimer l'envie que j'ai de les briser à coups de barre de fer. Je ne réussirai qu'à me fatiguer et à gaspiller la provision d'air. Pour me contenir, je parle. Et si Morel avait eu l'idée d'enregistrer les moteurs aussi ? À la fin, la crainte de la mort me libéra de la superstition de mon incompétence. Ce fut comme si je m'en étais rapproché à l'aide de verres grossissants. Les moteurs cessèrent d'être un tas de ferraille assemblées au hasard. Ils revêtirent des formes, des structures qui permettaient d'en comprendre la fonction. Je débranchai, je sortis.